RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bienvenue. Nous recevons ce soir Patrick Stefanini, ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration et co-auteur d'un rapport sur l'aide médicale d'État. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors la commission mixte paritaire a trouvé un compromis ce soir. Donc le Sénat va devoir le voter, puis l'Assemblée nationale. Mais en l'état, est-ce que vous êtes d'accord, content de ce compromis ce soir? Oui, la France a absolument besoin de disposer d'une législation plus moderne, plus adaptée à l'actualité des flux migratoires. Vous savez que la pression migratoire qui s'exerce sur l'Europe est considérable. Cette année, je pense que la demande d'asile en France va encore augmenter par rapport à l'année dernière, qui pourtant était déjà à un niveau record. On sait par ailleurs que la capacité de notre pays à maîtriser l'arrivée sur son territoire de ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés, les mineurs étrangers isolés, est faible. Nous en accueillons de plus en plus. Et enfin, on sait qu'au cours de l'année 2023, toutes les routes migratoires à destination de l'Europe ont été massivement utilisées par des étrangers en situation irrégulière. Donc nous avons besoin d'une nouvelle législation. La plupart des pays européens sont en train de durcir leur législation sur l'immigration. Nous ne pouvons pas rester à l'écart de ce On était à la mouvement. traîne, hein? Vous considérez qu'on était En tout cas, il ne fallait pas traîner. Fondamentalement, ce texte, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il réorganise la procédure d'asile. C'est important parce qu'aujourd'hui, la demande d'asile, c'est une forme d'autoroute de contournement de notre législation sur l'immigration. Donc, il faut absolument mieux maîtriser les délais d'instruction de la procédure d'asile. Ce texte va permettre de le faire. Deuxièmement, il faut faciliter l'éloignement du territoire des étrangers qui sont en situation irrégulière ou qui représentent une menace pour l'ordre public. On l'a dit et on n'insistera jamais assez là-dessus. Si ce texte avait été voté il y a un an, l'auteur de l'attentat d'Arras aurait pu faire l'objet d'une mesure d'OQTF prise par le préfet. Le préfet du Pas-de-Calais avait envisagé de prendre cette mesure. Il n'a pas pu le faire à cause de la protection dont bénéficiait l'intéressé qui était arrivé en France avant l'âge de 13 ans. Donc il faut absolument modifier notre législation sur ce point. Donc voilà, ce texte va dans la bonne direction. Évidemment, il n'est pas complètement à la hauteur des enjeux. Et vous serez pas Mais vous considérez qu'il est plus dur que le texte initial des sénateurs LR, qu'il est moins dur ou qu'il est à peu près égal? Non, il est moins dur que le texte initial des sénateurs LR, parce que pour trouver un compromis en commission mixte paritaire, chacune des parties a fait des concessions. En revanche, il est plus dur que le texte présenté par Gérald Darmanin au départ. Oui. Mais en tout cas, peu importe, tout ça, ce sont des détails. La France avait besoin de moderniser sa législation sur l'immigration, de la rendre plus efficace, plus efficiente. Eh bien, ce sera le cas, tout au moins s'il est voté ce soir dans les deux assemblées. On verra. Donc, est-ce que ce soir, vous dites c'est la victoire du Rassemblement national, comme le crie Marine Le Pen, ou c'est la victoire des Républicains? Non, pour l'essentiel, le travail a été fait par le groupe LR au Sénat. Et je voudrais rendre hommage notamment au président de la commission des lois du Sénat, François-Noël Buffet, qui a fait un travail formidable, qui a repris des propositions qu'il avait faites il y a 4 ou 5 ans au moment du vote de la loi Collomb, qui a fait des propositions sur l'éloignement qui sont très proches de celles qui avaient été faites par le Conseil d'État. Donc l'essentiel du travail a été fait par le groupe LR du Sénat et notamment par le président de la commission des lois. Et je me réjouis de cette avancée. Alors ce soir, Marine Le Pen dit c'est une victoire idéologique du Rassemblement national depuis des années, effectivement, notamment sur la priorité nationale. C'était le slogan dans les années 80 de son père, qui s'appelait à l'époque la préférence nationale. Est-ce que, dans le fond, vous dites ce soir, ce sont les thèses quand même du Front National de l'époque qui sont validées? Non, moi je ne crois pas. Vous savez, j'ai écrit un livre en 2020 qui s'intitulait « Immigration, ces réalités qu'on nous cache ».
qui comportait un certain nombre de propositions. Que je sache, je ne suis pas membre du Rassemblement national, ni du Front national. Simplement, j'ai mes idées sur la question. J'ai une assez longue expérience de ces problèmes. Non, mais vous reconnaissez que c'était le slogan à travers ma vie professionnelle. Oui. Quant à l'affaire de la priorité nationale, que je sache, le texte qui va être adopté ce soir, s'il est voté, il comporte une disposition qui est désormais inscrite dans la loi. Précédemment, elle était inscrite dans une circulaire. Donc, on voit bien que graver cette disposition dans le marbre de la loi, comme on dit, c'est plus solennel, sur la régularisation des travailleurs étrangers qui exercent des métiers des emplois dans les métiers en tension. Que je sache, ce n'est pas la priorité nationale. C'est même l'inverse. C'est la reconnaissance que, malheureusement, pour des raisons diverses, dans le détail desquelles il serait sans doute vain de rentrer ou fastidieux, un certain nombre d'emplois qui sont offerts dans l'économie française ne sont pas pourvus ni par des ressortissants français, ni par des ressortissants étrangers en situation régulière. Donc voilà, c'est une régularisation qui est désormais, dont le principe est inscrit dans la loi, encadré. Ce n'est pas un droit opposable. Le préfet, comme ça a toujours été le cas d'ailleurs, conservera un très large pouvoir d'appréciation. Moi, j'ai connu ça comme préfet, donc ce n'est pas une révolution juridique, mais c'est certainement pas la priorité nationale revendiquée par le Rassemblement national. Oui, mais vous étiez directeur de campagne de Valérie Pécresse. Le mot était réapparu dans la préférence nationale, dans le programme. Non, ça, je conteste absolument ça. Nous n'avons pas utilisé ce mot-là. Enfin, oui. Non, nous n'avons pas utilisé ce mot-là. Et il ne faut pas, enfin, encore une fois, que le Rassemblement... Sur les aides sociales, il en était question. Ah non, mais ça, c'est un problème distinct. Ça, nous avons soutenu depuis plusieurs années que la circonstance, le fait que des étrangers puissent bénéficier de prestations non contributives, sans qu'on les conditionne à une durée minimale de résidence régulière en France, constituait un facteur d'attraction, un facteur qui faisait que notre modèle social était plus attractif que celui du Danemark, de l'Allemagne ou de l'Espagne, par exemple. Donc nous avons proposé que le bénéfice de ces prestations non contributives soit subordonné à une durée minimale de résidence en France. Ce n'est pas de la priorité nationale, c'est simplement l'idée que si vous avez... C'est le mot que vous n'aimez pas, mais dans le fond, ça veut dire à peu près la même chose. Non. La priorité nationale, ça veut dire que s'il y a un emploi qui se libère, il est réservé par priorité à un Français. Ouais. Je dis bien un Français et pas du tout à un étranger. Ce n'est pas ce que prévoit le texte qui va être voté ce soir. Il prévoit même, encore une fois, des régularisations pour les étrangers en situation irrégulière. Pourtant, Gérald Darmanin emploie ce mot. Priorité nationale. Il l'a employé ce soir, il y a quelques minutes. Moi, je ne suis pas le porte-parole de Gérald Darmanin et je considère que ce qui va être voté ce soir, ça n'est pas l'expression des thèses du Rassemblement national. Alors que ce soir, plusieurs camps politiques revendiquent la victoire, c'est de bonne guerre. C'est la politique. Je vous ai dit ce que j'en pensais. La principale réussite, elle est apportée au crédit du groupe LR. Mais certains vont dire, dans le fond, la droite s'est ralliée aux thèses du Rassemblement national, ou vous diriez, dans le fond, c'est l'électorat qui s'est durci, l'électorat de la droite qui s'est durci aujourd'hui. Bah oui, parce que moi, si vous voulez, je me bats depuis des années pour que la question de l'immigration soit au sommet de la pile. Que lorsqu'on traite des 3 ou 4 grandes priorités qui se posent à la nation française, on veuille bien considérer que l'immigration en fait partie. Il y a d'autres questions qui sont majeures, qui sont stratégiques. Je pense que la question de l'école est une question stratégique aujourd'hui pour la nation française. Mais la question de l'immigration est également stratégique. Et l'immigration, c'est une des clés de lecture, pas la seule. En ce sens, je me distingue du Rassemblement national. Mais c'est une des clés de lecture des difficultés de la société française aujourd'hui. Vous dire que, par exemple, tout le pataquès politique là, que nous sommes en train de vivre traduit le fait que nous sortons du déni. C'est-à-dire progressivement, à tâtons, nous sortons du déni et nous sommes obligés, toute la classe politique est obligée de reconnaître que la question de l'immigration fait partie des 2 ou 3 questions majeures, ce que le président Pompidou aurait appelé un nœud gordien. Eh bien, la question de l'immigration fait partie des 2 ou 3 nœuds gordiens
que la France va devoir trancher dans les années qui viennent. Et je m'en réjouis. Et vous en réjouissez. Est-ce qu'il y a ce soir une alliance entre les LR et la Macronie? Est-ce que cela présage d'une nouvelle alliance sur des futurs textes, peut-être même sur l'économie? Est-ce que c'est une future alliance là qui s'écrit ce soir? Écoutez, au lendemain des élections législatives de 2022, et pour la première fois dans l'histoire politique de notre pays, il n'y avait pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. À partir de là, il y avait deux solutions. Négocier un accord de gouvernement. Alors, soit le président Macron négociait avec les socialistes, soit il négociait avec LR. Il n'a fait ni l'un ni l'autre. À partir de ce moment-là, ce que nous sommes en train de vivre depuis une dizaine de jours, depuis le vote de la motion de rejet, était prévisible. C'est-à-dire que dès lors qu'on n'était plus sur un texte technique, mais sur un texte à dimension éminemment politique, comme c'est le cas de l'immigration, ça allait barder, il allait y avoir des étincelles, des frictions, des problèmes. Donc ce que nous vivons était prévisible. Et en effet, ça risque de se répéter dans les mois qui viennent sur d'autres textes comportant une dimension politique forte. Je ne sais pas si ce sera le cas de la fin de vie, du texte sur la fin de vie, peut-être. S'il devait y avoir une perspective de réforme constitutionnelle, ça sera certainement le cas. Alors, autre point qui a cristallisé les tensions entre la droite et le gouvernement, c'est l'aide médicale d'État qui permet aux étrangers en situation irrégulière d'avoir accès à une offre de soins. Donc, les Républicains veulent la transformer en aide médicale d'urgence, qui est beaucoup plus restrictive. Cette aide médicale d'État fera l'objet d'un texte à part. À votre avis, est-ce que c'est judicieux de l'avoir sorti du texte immigration? De toute façon, visiblement, il n'y avait pas le choix puisque c'était un point d'achoppement entre les LR et le gouvernement. L'avoir sorti du texte immigration est judicieux, d'abord parce que c'est ce qu'on appelle juridiquement, c'était ce qu'on appelle juridiquement un cavalier législatif, qui aurait probablement été censuré en tant que tel par le Conseil constitutionnel. Donc le gouvernement s'est engagé, et je m'en réjouis, à présenter dès le mois de janvier un texte distinct portant réforme de l'aide médicale d'État. Je dis bien... Voyez, vous n'arrêtez pas de dire « je me réjouis ». Donc finalement, entre le gouvernement et la droite, il y a des points de réjouissance, visiblement. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je vous posais la question. Est-ce qu'on est à l'aube d'une future alliance entre les Républicains et la Macronie, en fait? Écoutez, moi, je ne suis pas parlementaire, je ne suis pas responsable de parti, ça n'est pas à moi d'en décider. Voilà, voilà tout ce que je peux dire. Maintenant, en tant qu'expert des questions d'immigration, je réponds à votre question. L'aide médicale d'État a besoin d'être réformée. Dans le rapport conjoint que nous avons remis avec Claude Évin au gouvernement, il y a toute une série de pistes de réforme. Les unes sont élémentaires. Parce que vous dites que ce serait coûteux et dangereux de transformer ça en aide médicale d'urgence. Alors d'abord, l'amendement du Sénat, tel qu'il a été voté par le Sénat, ça n'est pas la réduction à ce qu'on appelle l'aide médicale d'urgence, puisque ça inclut la prophylaxie et le traitement des maladies graves. Or, il y a des maladies graves où, au départ, les symptômes ne relèvent pas de l'urgence. Bon, donc le Sénat a lui-même élargi le périmètre de son texte. Par ailleurs, j'appelle votre attention sur le fait que la notion de soins urgents ou la notion de maladie grave, en définitive, ce sont les médecins qui ont le dernier mot pour dire ce qu'il en est. Donc vous êtes rangé du côté des médecins. Donc le législateur... Non, je me rends... Non, mais parce qu'il n'y a eu qu'une quarantaine de médecins qui ont je suis fils de médecin, je respecte sur ces sujets l'avis des autorités médicales. Les médecins, dans leur diversité de sensibilité politique, ils ont un point commun, qui est le serment d'Hippocrate. Et ce serment d'Hippocrate fait qu'un médecin en France, confronté à un patient qui souffre, qui a des symptômes d'urgence ou qui a des symptômes de maladie grave ou des symptômes de maladie tout court, un médecin, ça ne se pose pas de questions sur le statut administratif du patient, ça soigne le patient. Et ça, c'est l'honneur de la France et c'est l'honneur de la profession médicale. Donc j'appelle l'attention des téléspectateurs sur le fait qu'on peut légiférer autant qu'on veut sur cette question, on peut réduire les paniers de soins autant qu'on veut. La réalité, c'est qu'au final, il y a un médecin qui, un soir dans un hôpital, un soir ou un matin dans un hôpital, va recevoir un patient. Il ne se posera pas la question de savoir si ce patient est français ou étranger, s'il est en situation régulière ou pas. Il le soignera. Et ceci...
quelles qu'aient pu être C'est non négociable. quelles qu'aient pu être les écritures du législateur. Bon. Donc vous êtes en désaccord avec les Républicains sur ce sujet? Alors là où je suis en désaccord avec les Républicains, c'est sur un point précis. Les Républicains continuent à dire que l'AME est un facteur d'attractivité en France. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que je ne crois pas que les étrangers qui viennent en France, y compris de manière irrégulière, viennent pour bénéficier de l'AME. Ça n'a pas de sens. Les étrangers qui viennent en France, fondamentalement, ils viennent en France parce que existent en France des diasporas qui sont liées à notre histoire coloniale, qui sont liées à notre histoire économique après la Deuxième Guerre mondiale. Et ces diasporas agissent comme étant autant de facteurs d'attraction. Parce qu'un ressortissant malien ou un ressortissant marocain qui vient en France, il sait qu'il aura un réseau de solidarité dans la diaspora de son pays d'origine. Voilà pourquoi un certain nombre d'étrangers tentent de traverser la Méditerranée alors qu'ils n'ont pas de visa ou pas de titre de séjour. C'est ça qui attire les étrangers en France. En revanche, et je termine là-dessus, l'AME est un facteur qui facilite le maintien dans l'immigration clandestine et c'est la raison pour laquelle il faut la réformer. Voilà. Merci beaucoup Patrick Stefanini. Merci à vous d'être passé sur le plateau de France 24 et RFI. Merci à Flore Simon, à Sigrid Azéroal et à toute l'équipe technique. À très vite, merci. Vous vous posez la question? Alors restez avec nous. Avec France 24, apprenez à vérifier les images qui circulent sur les réseaux sociaux. Dénicher les fausses rumeurs de l'actualité européenne. Accéder à une information fiable sur la migration. Info ou Intox, c'est tous les jours la garantie d'une information vérifiée et contextualisée. France 24, c'est une info certifiée tous les jours sur tous les écrans.